Cela commença par 2 petites valises roseuses posées côte à côte sur un banc assombri par la pluie dans le jardin du Luxembourg, à Paris. Si vous avez déjà aperçu quelque chose qui ne semblait pas à sa place, un jouet d'enfant abandonné dans une rue vide, un gant au milieu de l'été, vous connaissez cette alarme silencieuse qui résonne au fond de vous. C'est ce qui fit s'arrêter Lucien Hayan, milliardaire français. Pas les notifications de la bourse sur son téléphone, pas la bruine qui trempait ses chaussures italiennes. Non, 2 petites filles, pas plus de 5 ans, assises parfaitement immobiles sous les arches de pierre près de la fontaine Médicis, les doigts entrelacés, comme si elles s'accrochaient au monde entier. En un seul regard, Lucien sut que quelque chose n'allait pas. Avant de vous dire ce qu'il découvrit, laissez-moi vous poser une question. Si vous voyiez 2 enfants seuls, avec des valises sous la pluie, vous arrêteriez-vous? Ou passeriez-vous comme tous les autres? Restez jusqu'à la fin, car ce qu'il allait découvrir ne changerait pas seulement leur vie, mais la sienne à jamais. Lucien avait 32 ans. Le genre d'homme qui signait des contrats valant plus qu'un petit pays et qui oubliait souvent de déjeuner. Il était venu au parc pour apaiser son esprit après une journée brutale, 5 réunions, une trahison et cette vérité qui lui rongeait le cœur. Le succès ne lui faisait plus rien ressentir depuis des années. La dernière chose qu'il voulait, c'était une scène. Mais en s'approchant, la plus grande des 2 filles leva le menton et croisa son regard. C'est alors que la plus jeune murmura quelque chose qui le figea sur place. « Cela fait 4 jours, dit-elle. 4 jours. » Lucien s'accroupit, la bruine glissant dans ses cheveux. 4 jours depuis quoi? Depuis que maman est partie chercher à manger. Et travailler, répondit l'aîné d'une voix petite mais ferme. Elle nous a dit d'attendre ici. Elle a dit « Ne dérangez personne, ne dérangez personne. » Ces mots le frappèrent comme une gifle. Derrière elle, la fontaine Médicis brillait faiblement dans la brume. Les ailes de sa nymphe de bronze étaient couvertes de pluie. Tout semblait d'ordinaire jusqu'à ce qu'on remarque les détails, leurs jeans raides de boue séchée, leurs baskets dépareillées. Sur la poignée de l'une des valises, un ruban tressé rose-blanc-rose. Sur l'autre, blanc-rose-blanc. Entre les 2 coincés sous une sangle, une photo polaroïde d'une femme aux cheveux bruns, riant une petite cicatrice en croissant sous le menton. En bas, écrit au feutre noir. « Pour mes filles courageuses. N. » Lucien la ramassa doucement. « C'est votre maman ?» demanda-t-il. La plus jeune hocha la tête. « Elle s'appelle Nora Carrel. Et vous, comment vous appelez-vous? » « Je suis Ava, dit la plus grande. Elle, c'est Léa. » Elles étaient en des images miroirs, sauf pour un détail. Léa portait un petit bracelet de perles aux couleurs répétées. Elle le caressait du pouce, comme si ce geste l'aidait à respirer. « Vous avez mangé ?» demanda Lucien. Ava hésita. On a partagé un bretzel. Lucien expira lentement, combattant l'instinct de tout arranger, comme il le faisait toujours, en payant quelqu'un d'autre pour s'en charger. Mais l'argent ne pouvait pas les nourrir assez vite. L'argent ne pouvait pas effacer ce qu'il voyait. Il s'accroupit davantage. Et si on allait manger quelque chose de chaud? Il y a un petit bistrot juste là, tu vois. On peut garder le banc en vue depuis la fenêtre. Je laisserai un mot pour ta maman. Si elle revient, elle saura où vous êtes. Léa s'agrippa à la manche de sa sœur. Elle a dit de ne pas bouger. Je sais, répondit Lucien doucement. Mais il fait froid, et les règles ne comptent plus quand on gèle. Je vous promets qu'on gardera le banc à l'œil. Ava le fixa longtemps méfiante, bien trop mûre pour son âge. Vous avez une carte. Les gens qui ont des cartes tiennent leurs promesses. Lucien sourit malgré lui. Il sortit une carte de visite à Hayan Capital. Au dos, il écrivit en lettres épaisses. Ava et Léa sont avec moi. Nous sommes au Café des Anges, près de la fontaine. Nous pouvons voir le banc. Nous reviendrons si vous revenez. Il signa Lucien Hayan. Ava la lut 2 fois, hocha la tête comme une avocate.
signant un contrat. Alors seulement elle se leva soulevant la valise, presque aussi haute qu'elle. Lucien prit l'autre. Elles étaient étonnamment légères. À l'intérieur du café, les reflets des néons dansaient sur leurs visages pendant qu'ils commandaient de la soupe au poulet et des crêpes pour plus tard. Pendant qu'elles mangeaient, les fillettes parlèrent par bribes, dessinant une image qu'aucun adulte ne voudrait voir dormir sous le banc quand il pleuvait monter la garde à tour de rôle, partager les restes qu'elles trouvaient. Chaque phrase semblait peser, comme si elles avaient peur d'en dire trop. « Pourquoi n'avez-vous pas dit à quelqu'un que vous étiez seul ?» demanda Lucien. Ava baissa les yeux vers son bol. Maman a dit que si on était sage et silencieuse, elle reviendrait plus vite. Il n'eut aucune réponse à cela. Entre le clignotement des néons et la vapeur qui montait de la soupe, quelque chose se fissura en lui, un souvenir de sa petite sœur partie avant même d'avoir 5 ans, et d'une promesse qu'il n'avait jamais tenue veiller sur elle. Quand les assiettes furent vides, Ava sortit de sa valise une bande de papier plié. « Maman a laissé ça, dit-elle. » Sur le papier, écrit à la hâte, on lisait « Si je suis en retard, allez là où les anges sont peints. Asseyez-vous près des marches. Attendez là où la musique résonne. Je vous retrouverai. » Lucien regarda par la fenêtre vers l'arche du jardin du Luxembourg, dont le plafond doré reflétait la lumière, et vers la fontaine couronnée d'une statue d'ange. « C'est ici, » murmura Lucien. « Elle a dit que les anges voient mieux que les gens, ajouta Léa. Lucien avala difficilement. « Alors faisons confiance aux anges encore un peu. Mais d'abord, vous venez quelque part de chaud ce soir. Vous avez ma parole. » Ava fronça les sourcils. « Et si elle revient pendant qu'on n'est pas là? » Il tapa doucement sur la vitre avec le dos de sa carte. « Elle lira le mot, et elle saura que vous êtes en sécurité. Je te le promets. » Dehors, la pluie s'était changée en une brume argentée. Sous les arches, un violoniste recommença à jouer une mélodie étrange, belle et inachevée. Lucien les ramena vers le banc, son esprit calculant. Déjà l'emplacement des caméras de surveillance, les contacts à appeler, les faveurs qu'il pouvait réclamer. Plus tard, il se dirait que c'était la logique, non le sentiment qui l'avait poussé à s'arrêter. Mais, à cet instant, en voyant ces deux petites silhouettes se tenir la main sous le regard de l'ange, il comprit une vérité que l'argent ne lui avait jamais apprise. Certaines choses méritent d'être sauvées simplement parce qu'elles nous rappellent ce que cela signifie d'être humain. Et quelque part dans le parc, une caméra s'alluma, capturant l'instant qui allait bouleverser tout ce qu'il croyait savoir sur la perte, sur la famille, et sur cette femme qui avait laissé 2 valises roses sous la pluie. Le lendemain matin, le jardin du Luxembourg semblait presque ordinaire. Les coureurs passaient, les touristes prenaient des photos près de la fontaine, les pigeons reprenaient de leur manège bruyant. Mais pour Lucien Haillan, rien n'était plus pareil. Il se tenait à l'endroit exact où il avait vu les 2 valises pour la première fois. Le mot qu'il avait laissé avait disparu. Peut-être que le vent l'avait emporté, ou peut-être que quelqu'un l'avait lu. Quoi qu'il en soit, Ava et Léa étaient désormais en sécurité endormies dans la chambre d'amis de son appartement au-dessus de la Seine, leur respiration douce et régulière. Il leur avait promis qu'elles ne seraient plus invisibles, et cela signifiait retrouver leur mère. Il commença là où elle leur avait dit d'attendre, là où les anges sont peints. Cette phrase s'était gravée dans son esprit toute la nuit. Lucien observa les terrasses et leurs arches couvertes de mosaïques, remarquant des détails qu'il n'avait jamais vus. Auparavant, les carreaux ébréchés, les graffitis discrets sous les marches. La manière dont les échos transformaient les chuchotements en murmures fantomatiques. Il montra la photo Polaroid à un vendeur de bretzel qui travaillait toujours au même endroit. L'homme plissa les yeux, secoua la tête. Jamais vu. Mais les 2 petites, oui. Silencieuses comme des fantômes. Elles restaient assises des heures sans pleurer. Ce qui le hanta, c'était ce mot silencieuse. Elles avaient appris à survivre en disparaissant, mais être invisible ne voulait pas dire être en sécurité. À midi, Lucien avait déjà parlé à 3 autres personnes, un violoniste de rue, un agent d'entretien du parc et un vendeur de ballons.
Tous se souvenaient des fillettes, mais aucun ne se rappelait une femme avec une cicatrice en croissant sous le menton. « Elles n'ont rien demandé, » dit le nettoyeur. « C'est pour ça que personne n'a signalé quoi que ce soit. Les enfants qui ne font pas de bruit, on ne les remarque pas. » Cette phrase pesa dans la poitrine de Lucien. Combien d'enfants disparaissaient derrière le silence? Combien de gens comme lui, des gens puissants, passaient à côté parce que la souffrance ne criait pas assez fort? Il s'assit au bord de la fontaine, le téléphone collé à l'oreille, appelant des contacts qu'il n'avait pas utilisés depuis des années. 1 heure plus tard, un ami de la mairie lui envoya des images floues d'une caméra de surveillance près de la fontaine. Un mouvement indistinct, une silhouette de femme, 2 enfants. L'horodatage correspondait au récit des filles 4 nuits plus tôt. Puis la caméra pivota, coupant brusquement la scène. Aucun visage visible, juste un éclat de ruban rose et blanc attaché à une valise. « Vous pouvez améliorer l'image » demanda Lucien. « Pas grand-chose à faire » répondit le technicien. « Elle sort du cadre. On dirait qu'elle marchait vers le boulevard Saint-Michel. Elle peut être n'importe où maintenant. » Lucien resta fixé sur l'écran, sur cette image figée. Sortie du cadre, trop littéral, trop cruel. Il se frotta les tempes, se souvenant de la manière dont Léa caressait les perles de son bracelet, murmurant que c'était une chanson, un code, peut-être, ou juste un réconfort. Peu importe, c'était tout ce qu'elles avaient. Il quitta le parc et remonta la rue vers l'est, là où la pluie s'épaississait en nuages gris. À un kiosque à journaux, il montra encore la photo. Le vendeur secoua la tête, puis pointa le coin de la rue. Il y a une musicienne qui joue du violon là-bas toutes les après-midi. Elle voit tout le monde. La violoniste était une jeune femme aux cheveux rouges, ébouriffée, sa housse d'instruments, couverte d'autocollants. Quand Lucien lui montra la Polaroid, elle fronça les sourcils. « Oui, je l'ai vue. » Elle pleurait pas bruyamment. Juste des larmes silencieuses. Elle a acheté un hot dog pour les petites A, parlé d'un hôpital du côté nord, puis elle a couru vers le passage piéton. J'ai cru qu'elle avait trébuché, mais j'ai entendu des freins. Le mot « hôpital » fit jaillir une étincelle dans l'esprit de Lucien. Il remercia, la violoniste lui tendit un billet plié. Elle refusa d'abord, puis accepta avec un petit signe timide. Alors qu'il s'éloignait, elle l'appela. Elle a laissé tomber ça. Dans sa main, un reçu froissé, un achat de bague en argent daté du même jour où les fillettes avaient été laissées au parc. En bas du papier, une tache d'encre et 2 chiffres écrits au stylo 12. Numéro de chambre. Code de casier. Lucien le prit comme une pièce à conviction. Le côté logique de son esprit venait de se mettre en marche. Chaque succès de Lucien avait toujours reposé sur les mêmes piliers, les schémas, les détails, le timing et la précision. Il appela son chauffeur. « Nous allons à l'hôpital de la Salpêtrière. Apportez la photo. » Dans le hall, l'odeur du désinfectant se mêlait à celle du café et de la fatigue. La réceptionniste leva les yeux polis mais méfiante. Lorsqu'il expliqua ce qu'il cherchait, une femme cheveux bruns, petite cicatrice en croissant sous le menton, elle répondit « Nous voyons des centaines de patientes, monsieur. » Mais quand il lui montra la Polaroid, son expression changea. « Attendez ici, » murmura-t-elle avant de disparaître dans l'arrière-bureau. Lucien attendit arpentant le sol. Derrière le comptoir, un tableau d'affichage débordait de mots de remerciements anonymes et d'avis objets trouvés. Une note attira son attention, une écriture d'enfant tremblante mais lisible. « Merci d'avoir aidé ma maman. Elle dort, mais je sais qu'elle va bientôt se réveiller. » Le nom signé en bas lui coupa le souffle. Nora Carrel. La réceptionniste revint nerveuse. « Monsieur, je ne peux pas divulguer d'informations sur les patientes, mais il y a eu un accident près du boulevard Saint-Germain il y a 4 nuits. Une femme d'une trentaine d'années sans papier et d'identité en état critique. Elle est en réanimation, chambre 12. » Lucien ne demanda pas la permission.
Il avança dans le couloir comme poussé par la gravité. L'air sentait le désinfectant et les murmures. À travers une porte entr'ouverte, il aperçut une silhouette pâle immobile des tuyaux, des moniteurs, qui clignotaient doucement. La cicatrice sous le menton reflétait la lumière. C'était bien elle. Il s'approcha la main tremblante et posa la Polaroid sur la table de chevet. « Nora, dit-il doucement, sachant qu'elle ne pouvait pas répondre. Vos filles sont en sécurité, Ava et Léa. Elles vous attendent. » Une infirmière entra surprise. « Vous êtes de la famille. » « Pas encore, répondit Lucien, mais je leur ai donné ma parole. » Il resta là jusqu'à ce que l'infirmière l'invite gentiment à sortir. Sa gorge brûlait. Dehors dans le couloir, il s'assit sur une chaise en plastique, fixant le reçu froissé dans sa main. Invisible ne veut pas dire en sécurité. Le silence n'est pas la paix. Et cette femme, cet inconnu, qui avait fait confiance au monde, au point de laisser ses filles sous un ange, méritait plus que le silence. Ce soir-là, il rentra à son appartement près de la Seine. Les lumières de la ville se brouillaient sur le pare-brise comme des larmes sur une vitre. À l'arrière, Ava et Léa dormaient recroquevillées l'une contre l'autre, leurs petits visages enfin apaisés. Lucien les observa dans le rétroviseur et sentit quelque chose bouger en lui. Ils venaient de trouver la fin de leur histoire et peut-être le début de la sienne. Le lendemain matin, la lumière filtrait à travers les murs de verre de son appartement, se répandant sur le marbre comme un rappel silencieux que la vie pouvait encore être belle, même lorsqu'elle était insupportablement compliquée. Au bout du couloir, on entendait le murmure lointain d'un dessin animé. Ava et Léa, enroulées dans les chemises, trop grandes prêtées par la gouvernante, riaient doucement sur le canapé. Ce rire timide et fragile perçait le silence stérile de son univers. Il n'avait pas sa place dans un endroit bâti pour les affaires et les échéances. Lucien se tenait devant la machine à café inutilisée depuis des mois. Il avait passé la nuit à revoir la scène de l'hôpital Nora Carell, encore étrangère, mais qui avait bouleversé l'architecture entière de ses priorités. Les filles ne savaient pas encore. Il ne pouvait pas leur dire tant qu'il n'avait rien de certain, rien à quoi se raccrocher. De l'espoir peut-être, mais même l'espoir semblait fragile dans ses mains. Ava entra tenant son carnet de croquis. « On a dessiné quelque chose, dit-elle. » Léa la suivit traînant une couverture comme une cape. Elles posèrent le dessin sur la table, 3 silhouettes, sous la fontaine aux anges, les jumelles se tenant la main, et à côté d'elles, un grand homme aux cheveux en bataille et au manteau trop long. « C'est toi, » déclara Léa fièrement. « Maman disait que les anges envoient des aides quand ils ne peuvent pas revenir tout de suite. » Lucien déglutit. « Elle a raison, » murmura-t-il. Cela aurait dû être simple, 2 enfants, une mère disparue, un homme avec plus de moyens que la plupart des villes. Mais la vie n'est pas une équation. Et Lucien savait depuis longtemps que le plus difficile en voulant aider, c'est d'apprendre à ne pas réparer ce qui ne nous appartient pas. Il passa la journée à passer des appels avocats-médecins, services sociaux. Il n'était pas naïf, 2 mineurs non accompagnés chez lui sans tutelle officielle suffisaient à déclencher toutes les alarmes possibles. À midi, une agente de la protection de l'enfance ASE arriva. Une femme d'une 40aine d'années, au ton sec et au regard de quelqu'un qui a trop vu d'histoires commencer avec de bonnes intentions et finir en déception. Elle s'appelait Marianne Clavel. « Vous comprenez la situation, Monsieur Haillan, dit-elle en posant son carnet. Vous ne pouvez pas simplement les garder ici, même si vos intentions sont louables. »« Je les ai trouvés dans le parc, » répondit-il d'une voix maîtrisée. « Leur mère est à la salpêtrière en réanimation. » J'ai vérifié. Elle est vivante, mais dans un état critique. Marianne hésita, feuilletant les papiers, la Polaroid imprimée, le reçu, la fiche d'admission. « Vous avez fait tout cela en moins de 24 heures. »« J'ai l'habitude d'aller vite, » répondit-il un peu sec. Elle le fixa longuement. « Vous savez, Monsieur Haillan, les gens comme vous, ceux qui ont les moyens, pensent parfois qu'ils peuvent réécrire le système.
Mais les enfants ne sont pas des fusions d'entreprises. Ce ne sont pas des actifs qu'on gère. Lucien se pencha en avant. Et elles ne sont pas non plus des dossiers à classer, dit-il calmement. Ces fillettes ont passé 4 nuits dans le froid, attendant que quelqu'un les voie. Moi, je les ai vues. Et maintenant, je ne détournerai plus le regard. Quelque chose se radoucit dans le visage de Marianne Clavel. Elle referma son carnet. Vous pouvez demander une tutelle provisoire le temps que nous confirmions l'identité et l'état de leur mère. Ce n'est pas permanent, mais cela les protégera. Lorsqu'elle partit, Lucien resta debout au milieu de son salon immaculé, regardant les jumelles construire une cabane avec des coussins de créateurs. Elles étaient minuscules, mais l'énergie qu'elles apportaient emplissait la pièce, comblant les espaces que l'argent n'avait jamais su atteindre. Ce soir-là, alors que la ville s'illuminait derrière les vitres, il se surprit à leur raconter une histoire pas tirée d'un livre, mais de sa propre vie, celle d'un petit garçon qui grandit dans une ville de province avec une sœur qui adorait la pluie et croyait que les flaques d'eau étaient un des portails secrets. Le jour où il avait promis de la raccompagner à la maison, il s'était distrait en courant après un ballon, et elle n'était jamais rentrée. Il n'avait jamais raconté cela à personne. Ava l'écoutait comme si chaque mot comptait. Léa posa sa tête sur son bras, comme si elle savait déjà. « Tu as tenu ta promesse pour nous » murmura-t-elle avant de s'endormir. Lucien sourit faiblement. « J'y travaille encore » pensa-t-il. Après leur coucher, il alla dans son bureau, ouvrit son ordinateur et commença des recherches. Nora Carrel, infirmière, 32 ans. Aucun casier, aucune famille recensée à Paris. Mais une trace ancienne, une demande de poste, à une clinique près de l'église Saint-Sulpice, datée d'il y a 2 ans. En pièces, jointe une note écrite d'une écriture claire et assurée. « Je crois que soigner, c'est une forme d'amour. » Le lendemain matin, il emmena les filles à cette église Hague, sans leur dire pourquoi. À l'intérieur, l'air sentait la cire et l'encens. Le chœur d'enfants répétait pour la messe du dimanche, leur voix montant dans les voûtes comme des faisceaux de lumière. Ava resta immobile à l'écoute. Léa ferma les yeux et fredonna. « Cette chanson... » « Maman la chantait, » murmura-t-elle. Lucien s'approcha du chef de chœur, un grand homme au regard bienveillant. Il lui montra la photo de Nora. L'homme la contempla un instant, puis hocha lentement la tête. Oui, elle venait parfois aider ici. Elle apprenait aux enfants les gestes de premier secours. Une femme douce, elle chantonnait des berceuses pour apaiser les patients effrayés. Il hésita, puis ajouta « La dernière fois que je l'ai vue, elle cherchait des dons pour un service pédiatrique à l'hôpital du centre. Elle paraissait préoccupée. Elle disait avoir du retard de loyer. » En le remerciant, Lucien sentit quelque chose s'emboîter dans son esprit. Nora n'avait pas abandonné ses filles, elles essayaient simplement de s'accrocher comme elles le pouvaient. Ce soir-là, de retour à l'appartement, il remarqua un détail sur le bracelet de perles de Léa qu'il n'avait jamais vu rose-blanc, rose-rose-blanc, blanc, rose-rose blanc. Un motif trop précis pour être hasard. Il sortit une application sur son téléphone et traduisit le code 12 espoir. Chambre 12, réanimation, espoir. Ce n'était pas un hasard. C'était sa manière à elle de dire qu'elle reviendrait. Lucien ferma les yeux submergés par la compréhension. Il alla voir les filles endormies dans leur cabane, respirant doucement à l'unisson. Il remonta la couverture sur leurs épaules et resta là longtemps. Il avait bâti des empires, dirigé des acquisitions, écrasé des rivaux, mais jamais il n'avait bâti quelque chose qui comptait vraiment. Derrière lui, la ville se reflétait dans les vitres vastes et indifférentes. Devant lui, 2 petites cœurs battaient paisiblement dans la nuit. Quand il finit par s'asseoir, il murmura « Certaines portes s'ouvrent, d'autres ne se ferment jamais. Peut-être que celle-ci n'était pas faite pour se refermer. » Le lendemain matin, il signa les papiers de tutelle provisoire. La porte qu'il avait ouverte pour 2 inconnus était devenue tout autre chose, quelque chose qui touchait la seule partie de lui qu'il avait gardée scellée pendant des années.
Son passé n'avait pas disparu, mais pour la première fois, il ne lui faisait plus peur. Il lui rappelait pourquoi il s'était arrêté ce jour-là dans le parc. Parfois, ceux qu'on sauve sont ceux qui finissent par nous sauver en retour. La pluie avait cessé, mais Paris scintillait encore, comme indécise entre avancer ou continuer à pleurer. Depuis la fenêtre du service de rééducation de la salpêtrière Lucien Haillan, regardait la rue en contrebas. La ville paraissait vivante, agitée, infatigable, indifférente. Mais aujourd'hui, cette indifférence se fissurait. 5 jours s'étaient écoulés depuis qu'il avait trouvé Ava et Léa sous la fontaine du jardin du Luxembourg. 5 jours de recherche d'appel d'attente. Et maintenant, enfin quelque chose changeait. Dans la chambre derrière lui, leur mère Nora Carrel reposait pâle, mais vivante. Les machines bourdonnaient doucement régulières, mais fragiles, comme une vieille chanson sur un vinyle rayé. Les médecins parlaient de progrès encourageants. Lucien ne croyait plus à la chance, mais il croyait à l'effort, et il ne partirait pas tant que l'effort ne deviendrait pas de l'espoir. Une infirmière entra. « Les constantes sont stables, dit-elle en consultant le dossier. C'est bon signe. Parfois, les patients réagissent quand ils entendent des voix familières. Lucien hocha la tête. Elles sont là. Il entra dans le couloir où Ava était assise, par terre coloriant consciencieusement, tandis que Léa alignait avec soin des petites briques de jus sur le banc. Elle se repose, dit-il doucement. Mais vous pouvez lui parler. Elle vous entendra peut-être. Les fillettes le suivirent en silence, leurs petites mains serrées l'une dans l'autre. L'air de la chambre était frais, le genre de froid qui vous fait murmurer. Ava grimpa sur la chaise à côté du lit. Léa prit la main de sa mère et suivit du doigt la perfusion avec une tendresse qui serra la gorge de Lucien. « Bonjour maman, dit-elle doucement. On est là comme tu nous l'as dit. Près des anges. » Elle leva les yeux vers lui. « Elle nous voit. »« Pas encore peut-être, répondit Lucien. Mais elle sent que vous êtes là. » Les jumelles commencèrent à fredonner une mélodie lente et douce. Il lui fallut un instant pour comprendre, c'était le même motif que celui du bracelet de Léa rose blanc, rose rose blanc blanc, rose rose blanc. Un code devenu berceuse. Les infirmières arrêtées à la porte s'adoucirent en écoutant la chanson emplir la pièce, et soudain presque imperceptiblement, les doigts de Nora tressaillirent. Une fois, 2 fois. Le moniteur cardiaque s'emballa. Ava poussa un cri étouffé, Léa se figea resserrant sa main autour de celle de leur mère. Maman Lucien s'avança le cœur battant. Les paupières de Nora frémirent à peine mais assez. Assez pour que toute la pièce paraisse sacrée. Une infirmière se précipita vérifiant les constantes murmurant des instructions. Lucien n'entendit rien. Il fixait le visage de Nora, le léger mouvement de ses lèvres, formant un souffle, un seul mot. Emma. Léa posa son front contre la main de sa mère. C'est Léa, maman. On est là. Le front de Nora se plissa comme si elle se battait pour revenir d'un long voyage. Ses yeux s'ouvrirent à moitié flous, mais vivants. Elle tourna la tête, cherchant la source des voix de ses filles, et un minuscule sourire fendit la fatigue. Ava, Léa. Des larmes roulèrent sur les joues d'Ava. On a attendu maman, comme tu as dit. Lucien recula d'un pas la poitrine serrée, ne voulant pas troubler la géométrie sacrée de ses retrouvailles. Mais les yeux de Nora le trouvèrent. Un regard faible, interrogatif. Il y lut la reconnaissance silencieuse, ses filles étaient en sécurité, et cet homme y était pour quelque chose. « Je m'appelle Lucien, » dit-il doucement. « Vous leur avez laissé un mot. J'ai simplement suivi vos instructions. » Elle cligna lentement une larme, glissant au coin de son œil. « Vous les avez retrouvées. »« Oui, » répondit-il. « Elles vont bien. Vous pouvez vous reposer maintenant. » L'infirmière posa une main sur son bras. « Nous allons la garder en observation. Elle est assez stable pour de courtes visites. »
Lucien acquiesça et sortit dans le couloir pour respirer. L'air sentait le désinfectant et l'espoir épuisé. Il s'adossa au mur, sentant son cœur cogner contre ses côtes. Il avait vu des entreprises valant des milliards s'effondrer sans ciller. Mais voir une femme se battre pour retrouver ses enfants, c'était une force qu'il n'avait jamais imaginée. Plus tard dans la soirée, alors que les jumelles dormaient sur le canapé du salon familial, Lucien s'assit près de la fenêtre donnant sur Paris. Le ciel scintillait se reflétant sur les vitres comme des constellations sans repos. Son assistant lui avait laissé des messages « Réunions actionnaires contrat ». Rien de tout cela n'avait d'importance. Il avait déjà décidé qu'il ne retournerait pas à ce monde-là. Pas encore. Il y avait des choses qui valaient ça, qui valaient plus que la victoire. Il sortit la Polaroid de sa poche, la même qu'il avait trouvée sur la valise. 3 visages pas figés dans un temps plus doux. Il la retourna. Les mots. Pour mes filles courageuses. N le regardait à présent lourd d'un sens qu'il comprenait enfin. Il effleura l'encre du pouce. « Tu as bien fait, Nora », murmura-t-il. Elles n'ont jamais abandonné. Dans les jours qui suivirent, Nora retrouva des forces. Sa voix revint faible mais assurée. Elle posa des questions sur les filles, sur la façon dont il les avait trouvées sur le parc. Lucien répondit simplement sans enjoliver. Mais lorsqu'elle demanda « Pourquoi t'es-tu arrêté ce jour-là » il ne put mentir. « Je ne sais pas. Peut-être parce qu'un jour quelqu'un ne s'est pas arrêté pour moi. » Ses yeux s'adoucirent fatigués, mais bienveillants. « Alors je suis heureuse que tu l'aies fait. » La nouvelle se répandit comme toujours. Un homme d'affaires recueillant 2 fillettes perdues. Perdu, une mère retrouvée. Contre toute attente, c'était le genre d'histoire que les gens voulaient croire. Les journalistes parlèrent de miracles. Les investisseurs d'une distraction. Lucien, lui, y vit tout autre chose la première fois depuis des années qu'il se sentait humain. Un après-midi, le médecin de Nora autorisa une sortie limitée. Lucien la poussa dans son fauteuil jusqu'au jardin de l'hôpital, où les jumelles les attendaient avec des couronnes en papier fabriquées à partir de dessins coloriés. Quand Nora les vit courir vers elle, son rire éclata, un son lumineux, comme du soleil. Ava grimpa sur ses genoux. Léa la serra à la taille. Et pendant un instant, le monde entier cessa de prétendre qu'il était difficile. Lucien resta à distance, les observant. L'infirmière à côté de lui murmura. « C'est une battante. Elles aussi, répondit-il. Et peut-être moi aussi à ma manière. Pas pour le profit ou la gloire, mais pour quelque chose qu'aucun tableau ne pouvait mesurer, une famille qui n'était pas la sienne par le sang, mais qu'il avait choisi, lui, malgré tout. Quand le soleil se coucha derrière les bâtiments haussmanniens, Nora leva les yeux vers lui depuis son fauteuil, ses filles blotties contre elle. « Tu es resté, dit-elle doucement. « Je l'avais promis, répondit-il simplement. Ce soir-là, sous les lumières de la ville, Lucien marcha seul dans le jardin du Luxembourg. Le même chemin, le même banc désormais vide, mais à jamais transformé. La fontaine Médicis veillait au-dessus silencieuse et immobile, ses ailes de bronze étincelant sous la lune. Et pour la première fois depuis des années, Lucien ayant senti la paix. Parce que parfois, la ville voit tout, mais seuls quelques instants la font cligner des yeux. Celui-ci en faisait partie. 6 mois plus tard, Paris s'était dégivré en un printemps lumineux. Ce genre de saison qui pousse même les plus pressés à lever la tête pour admirer les arbres en fleurs. Lucien en faisait désormais partie, plus lent, plus ancré, vivant une vie qui ne tournait plus autour des bilans trimestriels ni des réunions. Ses matinées ne commençaient plus avec des courriels ou des conférences, mais avec des rires des céréales renversées sur le comptoir et 2 petites voix qui se disputaient pour savoir quelle basket allait le mieux avec le soleil. Il s'était juré de ne pas devenir sentimental, mais cette promesse n'avait tenu qu'1 semaine.
Ava et Léa avaient cet effet-là sur lui. Elle ne demandait pas grand-chose de la présence de la patience et des crêpes le dimanche. Leur mère, Nora Carrel, avait quitté l'hôpital pour un petit appartement que Lucien avait arrangé près du parc Monceau. Ce n'était pas de la charité, c'était une chancune qu'elle avait gagnée par un courage que peu possèdent. Chaque jour, Nora reprenait des forces. Elle marchait désormais encore prudemment, mais avec détermination, ses pas résonnant comme une promesse. Les médecins parlaient de guérison quasi miraculeuse, mais Lucien y voyait quelque chose de plus simple, la volonté nourrie par l'amour. Elle avait commencé à travailler à temps partiel dans une petite clinique de quartier, enseignant à de jeunes infirmières l'art de soigner avec compétence et empathie. Quand elle souriait à présent, ce n'était plus un sourire fragile, c'était un sourire vivant. Lucien passait la plupart de ses soirées avec elle apportant le dîner, ou simplement pour écouter le dernier grand projet d'Ava. Leur présence rendait son penthouse inutile. Il se disait que c'était temporaire, mais au fond il savait la vérité. Il appartenait davantage ici que nulle part ailleurs. Un après-midi, pendant que Nora travaillait à la clinique, Lucien emmena les jumelles au parc. C'était devenu leur rituel, un hommage silencieux à l'endroit où tout avait commencé. Le banc sous les arbres avait été fraîchement repeint, et à côté poussait un jeune arbre au pied duquel une petite plaque portait l'inscription « Pour ceux qui attendent et ceux qui reviennent ». Les filles y avaient noué 2 rubans roses. « C'est notre arbre de promesse », déclara Ava fièrement. « Si quelqu'un se perd, il saura que quelqu'un l'attend. » Lucien sourit, sentant quelque chose se resserrer dans sa poitrine d'une douceur poignante. « Il est parfait, dit-il. » Ils s'assirent sur le banc, partageant une glace, regardant les barques glisser sur le bassin. Longtemps, personne ne parla. La ville continuait de vivre autour d'eux, bruyante infinie, mais ici, dans ce petit cercle de calme, le monde semblait avoir appris à faire une pause. Quand Nora arriva plus tard vêtue de son uniforme bleu clair d'infirmière, les jumelles coururent dans ses bras ouverts. Lucien se leva pour la saluer, et pendant un instant, aucun mot ne fut nécessaire. Tout ce qui comptait se lisait dans l'air entre eux, la gratitude, l'histoire silencieuse, et cette chose étrange et magnifique qu'ils avaient construite à la fois par hasard et par choix. « J'ai vu le reportage sur le nouveau programme de ta clinique, dit-il. Celui pour les parents isolés. » Elle sourit. Il s'appelle « Fonds Deuxième Chance ». On aide les parents qui tombent entre les mailles du filet. Des gens comme moi, pas comme toi. À cause de toi, corrigea-t-il doucement. Nora baissa les yeux vers ses filles qui dansaient près de l'eau. Tu sais, j'ai longtemps cru que j'avais tout perdu, dit-elle. Mais finalement, je crois que j'étais simplement redirigé. Lucien hocha la tête. Tu n'étais jamais perdu. C'est juste que le monde n'était pas encore prêt à te retrouver. Ils rirent doucement, conscients que c'était à la fois une blague et une vérité. Aucun d'eux n'avait prévu cela, cette famille étrange et tranquille qu'ils avaient bâtie. Elle n'était pas définie par le sang ni par la loi, mais par quelque chose de plus solide, la décision de rester. Ce soir-là, ils rentrèrent tous ensemble, la ville brillant autour d'eux. Nora tenait la main de Léa. Lucien portait Dava sur ses épaules. En traversant le boulevard Saint-Michel, les jumelles se mirent à chanter la petite mélodie du bracelet, celle des perles roses et blanches, autrefois, un code devenu une berceuse. Le chant se mêla au bruit des taxis et des rires s'intégrant au battement du cœur de la ville. Arrivée devant l'immeuble de Nora, elle s'arrêta sur les marches. « Tu sais, dit-elle, je pensais que les anges vivaient de là-haut. Mais je crois qu'ils vivent à côté de nous, en fait. » Lucien croisa son regard. « Certains s'assoient sur des bancs de parc, répondit-il. Elle sourit plus tendrement cette fois. Et certains ne savent même pas qu'ils en sont. » À l'intérieur, les jumelles s'écroulèrent sur le canapé, épuisées de jeux et de rires. Nora les borda, embrassa leur front, puis se retourna et vit Lucien toujours debout, dans l'encadrement de la porte à les regarder.
Tu restes dîner, demanda-t-elle. Il hésita une seconde à peine. J'espérais que tu le dirais. Plus tard, après que les assiettes furent rangées et les filles endormies, ils s'assirent tous deux près de la fenêtre. Le murmure de Paris glissant dans la nuit comme une respiration apaisée. Les lumières de la ville se répandaient dans le salon de Nora, tandis que le bourdonnement lointain de la circulation se fondait peu à peu. Un calme apaisant. « Tu pourrais retourner là-bas, tu sais, dit-elle doucement. À ton entreprise, à ton ancienne vie. » Lucien secoua la tête. « Ce monde-là ira très bien sans moi. Mais celui-ci... » Il fit un geste autour de l'appartement vers les éclats de rire encore suspendus dans le couloir. « Celui-ci a besoin que je sois présent. » Elle tendit la main à travers la table, effleurant ses doigts. « Alors reste. » Ce n'était pas une déclaration grandiose, simplement une invitation douce, sincère, entre deux âmes qui s'étaient déjà choisies de toutes les façons qui comptent. Quand Lucien partit plus tard dans la nuit, il longea la Seine, là où la ville touche le ciel. Il pensa à tout ce qu'il avait autrefois poursuivi. Le contrôle, le succès, la perfection, et réalisa qu'aucun de ces mirages ne lui manquait. Ce qu'il avait trouvé à la place était infiniment plus rare le sens. Le lendemain matin, les passants croiseraient peut-être une petite plaque dans le jardin du Luxembourg. Certains s'arrêteraient pour la lire, d'autres non. Mais quelque part, deux petites filles lèveraient les yeux de leur petit déjeuner, apercevraient Nava l'homme qui s'était un jour arrêté pour elles, et sauraient qu'un simple acte de bonté avait bâti une vie assez vaste pour qu'ils y appartiennent tous. Certaines histoires se terminent par de grands gestes ou des fins parfaites. La leur non. Elle se termina comme le fait le véritable amour sans feu d'artifice, mais avec constance, avec présence, avec la volonté de garder ce qui compte et de construire ce qui dure. Quand on repense à l'histoire de Lucien haïant Nora Carrel et des deux petites filles qui ont tout changé à Ava et Léa, on ne voit pas seulement un récit de hasard ou de charité. On y découvre la puissance tranquille de la compassion et ces chemins invisibles par lesquels la vie nous redirige au moment où l'on s'y attend le moins. Lucien était un homme qui possédait toute la richesse, le succès, l'influence, mais rien de cela ne lui apportait la paix. Nora, elle n'avait presque plus rien, sinon l'amour farouche qu'elle portait à ses filles. Et pourtant, c'est à travers la perte, la vulnérabilité et le courage de continuer que leurs mondes se sont croisés d'une manière extraordinaire. Dans une ville qui ne s'arrête jamais, un homme s'est arrêté. Et ce simple geste a changé 4 vies à jamais. Lucien n'a pas seulement sauvé 2 enfants, il a sauvé les parties de lui-même, dont il ignorait l'absence. Nora n'a pas seulement survécu à un accident, elle a reconstruit sa vie avec force, grâce et sens. Quant aux jumelles, ces petits cœurs lumineux qui ont appris à attendre, espérer et pardonner, elles sont devenues le pont qui transforma des étrangers en famille. Ce que l'on retient de cette histoire est à la fois simple et profond. La véritable richesse ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on choisit de donner. Dans un monde souvent gouverné par la vitesse et l'intérêt personnel, la bonté demeure la monnaie la plus rare et la plus transformatrice. Parfois, le plus petit geste, s'arrêter pour remarquer la douleur d'un autre, peut être le début d'une guérison. Pas seulement pour lui, mais pour nous aussi. Dans ta propre vie, il y aura des moments qui te demanderont de t'arrêter d'écouter, de prendre soin d'agir quand il serait plus facile de détourner le regard. Quand ce moment viendra, souviens-toi du choix de Lucien, car tu ne sais jamais quelle histoire commencera le jour où tu décideras de ne pas passer ton chemin. Si cette histoire t'a ému, si elle t'a rappelé que la bonté existe encore même dans les endroits inattendus. Abonne-toi à notre chaîne, laisse un commentaire et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un peu d'espoir aujourd'hui. Ton soutien nous aide à créer d'autres histoires qui touchent les cœurs et rappellent ce qui compte vraiment.